Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout pour la maison. Alors aujourd'hui on va aborder donc le sujet de la terre, de la liaison équipotentielle et des dispositifs différentiels. Donc voyons voir les différents sujets qu'on va aborder dans cette vidéo. Donc on aura l'explication de la terre avec un exemple, les différents appareils de type classe 1, classe 2 et aussi la classe 0 et la classe 3 qu'on verra une autre fois, la liaison équipotentielle dans la salle de bain, les sections de fil de terre, différents types de connexions, quelques points techniques, les dispositifs différentiels et la mesure compensatoire. Voilà, donc on va attaquer donc avec le petit 1, l'explication de la terre avec un exemple. Alors la terre c'est quoi? Donc déjà la terre c'est ce fil jaune et vert. Voilà, j'en ai ici quelques-uns pour vous montrer un peu. Je vous montrerai tout à l'heure de plus près à quoi ça ressemble. Mais bon, je pense que tout le monde sait à quoi ressemble une terre. Donc c'est le fil donc, jaune et vert que l'on voit souvent donc, derrière une prise électrique ou encore dans un tableau électrique. C'est aussi cette petite tige métallique que vous trouverez au milieu donc, de prises électriques. Alors donc un exemple concret donc d'une prise électrique, donc que ce soit celle-ci ou une autre. Donc vous avez donc toujours à droite la phase, à gauche le neutre et au milieu cette petite barrette métallique. Voilà, c'est le branchement pour votre terre. Quand vous branchez donc votre câble d'alimentation, par exemple celui-ci, donc on voit bien ici qu'on a les deux fiches phase neutre, voilà, qui sont ici. Et au milieu, vous avez le trou qui va vous servir pour la terre. Quand vous allez brancher votre prise, votre fiche dans votre prise électrique, on va bien connecter la terre de votre câble d'alimentation à la terre qui vient directement de votre prise murale. Donc il faut savoir que ce fil est exclusivement réservé à être une terre. Il ne faut donc jamais utiliser donc un neutre ou une phase ou autre avec ce fil. Pour comprendre donc le rôle de cette terre, je vais vous illustrer tout ceci avec un exemple. Voilà, on va prendre le cas concret donc d'une machine à laver. Alors, nous voici donc devant la machine à laver. Donc, je vous remontre ici de plus près le fil de terre. Voilà. Bon, ici, il s'agit d'un fil de terre d'une section donc d'1,5 mm², donc qui est réservé pour l'éclairage. Voilà. Et donc la prise murale. Bon, de toute façon, tout le monde sait ce que c'est qu'une prise murale. Et la terre donc se trouve toujours ici. Voilà. Donc, les machines à laver sont de classe 1. Ce qui veut dire que la terre est raccordée à la carcasse métallique de l'appareil. Voilà, carcasse ici. Voilà. Donc si vous ouvrez un jour une machine à laver ou similaire, par exemple un lave-vaisselle, vous verrez sur un point de la carcasse, obligatoirement au plus près de l'alimentation, un fil de terre relié à celle-ci. En suivant ce fil, donc on verra qu'il partira dans le câble électrique de votre machine. Donc ici on a donc l'intérieur de la machine. On voit ici donc le fil de terre donc vert jaune, avec une cosse reliée à la carcasse métallique de votre appareil et toujours au plus près de l'alimentation. Alors donc pour comprendre la suite, il faut savoir que l'électricité empruntera toujours le chemin le plus court. Donc pour passer d'un point A à un point B. Comme le fait l'eau, l'eau prendra toujours le chemin le plus court et le plus facile. D'où la nécessité donc de mettre la terre au plus proche de l'arrivée de l'alimentation. Si vous avez donc votre câble d'alimentation partiellement sectionné ou endommagé et que cela vient toucher la carcasse métallique, vous avez donc cette carcasse métallique au même potentiel que celui de la phase. Alors je vais vous montrer visuellement un câble endommagé. Voilà. Alors, ici on a un câble qui a été endommagé. Donc voilà. Par des coups, des chocs, et on voit donc ici le neutre, la phase et la terre, le tout à nu. Et donc si vous avez donc votre carcasse métallique ici autour, ou souvent donc le bas de votre machine, si donc elle pose dessus, vous aurez donc la phase directement en contact avec la carcasse de votre machine. Donc votre carcasse métallique se retrouvera au même potentiel que la phase. Donc on verra aussi dans une future vidéo les bases d'électricité avec la phase, le neutre et les différences de potentiel. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le cas d'une absence de terre? On va voir ensemble cet exemple. Donc, vous touchez la carcasse. Donc, pour cela, je vais vous prendre donc une photo. Voilà. J'aime bien celle-ci parce que c'est un homme à côté d'une machine à laver. Et oui, les hommes aussi font la lessive parfois. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va toucher donc, la machine à laver avec une absence de terre? Donc vous allez, donc on a ici notre machine à laver, on va imaginer donc qu'elle est en train de tourner, ou non d'ailleurs, hein, c'est pas systématique. Donc elle est bien branchée donc avec la phase, le neutre. On a donc le câble qui va arriver donc souvent derrière la machine à laver. On va imaginer que le câble d'alimentation de votre machine à laver ce soit celui-ci et qui soit du coup
je veux dire, située sous votre machine à laver. Imaginons qu'elle était mal calée, qu'avec les secousses de l'essorage, ou autre, votre fil s'est retrouvé donc sous la machine à laver. À force de faire des à-coups, votre câble a été endommagé. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc, on aura donc votre carcasse métallique, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui sera au potentiel de la phase. Vous allez toucher la carcasse, donc vous avez directement la phase ici, au niveau de votre main. Vous avez vos pieds au niveau du sol. Vous allez donc créer une différence de potentiel entre la phase et la terre, qui est égale donc à 230 volts. Vous allez donc être électrisé, voire électrocuté. Électrisé si vous survivez, électrocuté si ce n'est pas le cas. Petit aparté, à ce niveau, comme je vous l'ai dit précédemment, l'électricité prendra toujours le chemin le plus court. Donc si vous touchez la machine avec votre main gauche, vous allez avoir l'électricité qui passera bien plus proche de votre cœur que si vous touchez la machine avec votre main droite. Donc en électricité, un gaucher sera donc toujours plus sujet à risque qu'un droitier. Ce petit aparté étant fait, si votre appareil est bien relié à la terre, le courant empruntera donc le chemin le plus court. Il partira donc par le fil de terre, opposant d'une part moins de résistance que votre corps, et d'autre part, le chemin sera plus court. Voilà, donc plus la section de terre sera importante, plus le courant passera facilement par ce fil et moins par votre corps. Plus une section est grande, plus sa résistance sera faible, et inversement. D'où l'importance d'installer la terre dans un logement et d'avoir sa section appropriée. Voilà, donc vous avez sans doute déjà entendu parler des appareils de classe 2 sans jamais vraiment savoir pourquoi. J'en ai parlé dans la précédente vidéo sur les normes en salle de bain. C'est tout simplement des appareils ayant une double isolation, c'est-à-dire tout bêtement la partie alimentation qui est enfermée principalement dans un compartiment plastique lui-même à l'intérieur de votre appareil. Il n'y a donc pas de contact entre votre alimentation et une partie métallique de votre appareil. Je vais vous montrer quelques exemples. Un exemple, tout du moins. Voilà, donc ici j'ai par exemple un chargeur de batterie d'électroportatif. Voilà, et on voit ici le petit symbole qui représente la double isolation, la classe 2. Voilà. On peut aussi reconnaître un appareil de classe 1 ou de classe 2 avec le type de fiche de votre appareil électrique. Par exemple celui-ci, voilà, on voit bien qu'il y a deux fiches phase et neutre, mais pas de terre, parce que c'est un appareil de classe 2. À l'inverse, une fiche de ce type a une phase, une terre et un neutre, donc on est bien en présence d'un câble pour une machine ou un appareil de classe 1. Voilà. Donc après, je vous conseille quand même de vérifier donc les différents symboles que je vais vous montrer. Voilà les différents symboles de classe. Donc ici, on a la classe 1, la classe 2 et la classe 3. Donc dans cette vidéo, on a parlé de la classe 1 et de la classe 2. Donc la classe 2, ce sont tous les appareils électriques devant être reliés à la terre, donc où la carcasse métallique doit être reliée à la terre. C'est ce symbole ici. Voilà. Ici, on a donc le symbole, comme on vient de voir, de la double isolation, donc d'un appareil de classe 2. Ici, c'est un appareil donc de classe 3. C'est exactement pareil qu'un appareil de classe 2, sauf qu'il est alimenté par un transformateur très basse tension, je veux dire entre 20 et 50 volts. Mais on verra ça plus tard. Voilà. Donc voici les deux premiers symboles à connaître pour le moment sur cette vidéo. Exemple d'appareil de classe 2 dans une salle de bain, c'est par exemple soit un radiateur ou un sèche-serviette. Alors voilà, maintenant on va parler un peu de la liaison équipotentielle donc dans la salle de bain. Donc qu'est-ce qu'une liaison équipotentielle, donc la LEP? Donc une liaison équipotentielle, donc c'est simplement pour traduire de mettre tous les éléments métalliques au même potentiel que la terre, donc à savoir 0 volt. Donc dans le cadre d'une rénovation, il est possible donc de tirer une terre principale donc du tableau de répartition donc de votre tableau électrique jusqu'à la salle de bain ou une pièce adjacente, donc dans une boîte de dérivation. Il faudra tirer donc un fil de section minimum de 6 carrés jusqu'à votre boîte de dérivation à la salle de bain, pour ensuite répartir les terres sur les différents appareils. Pour vos appareils, il faudra utiliser donc la même section de fil de terre que votre section de fil d'alimentation pour cet appareil. Donc par exemple, si vous avez un éclairage en 1,5, vous utilisez un fil de section de terre en 1,5. Pour une prise électrique, donc vous utilisez donc un fil d'alimentation en 2,5, donc votre fil de terre sera en section 2,5. Pour tous les éléments métalliques donc à relier dans votre salle de bain, donc vous avez par exemple donc les rails de placo, les huisseries métalliques, et plein d'autres encore qu'on verra par la suite. Donc pour ça, il faut une section au minimum de 2,5 mm carrés de section. Voilà, c'est le minimum dans la norme.
Pour cette dernière valeur, donc 2,5 carrés au minimum pour lier vos éléments métalliques dans votre salle de bain, cette valeur de section n'est valable que si votre fil est isolé ou gainé. Il doit avoir donc une protection forcément mécanique, sinon on va passer donc sur du 4 carrés minimum par section de fil. Bien sûr, il faut savoir qu'il y a quand même quelques petites exceptions dans une salle de bain pour la liaison équipotentielle. Donc on ne va pas relier par exemple une grille d'aération métallique qui va se trouver en hauteur dans votre salle de bain qui ne représente aucun danger. Voilà. Par contre, si vous avez donc une grille de ventilation avec une gaine métallique, une gaine d'extraction métallique, bien sûr vous allez devoir faire la liaison équipotentielle sur cette grille. Avant de passer donc aux différentes photos, sur ce qu'on a vu et sur ce qu'on va voir ensuite, il faut savoir aussi que chaque conducteur de terre doit être relié de façon individuelle. Donc le branchement sur domino de plusieurs fils de terre, par exemple, est interdit. Donc je vais vous montrer tout ça donc, avec des photos et des explications. On se retrouve ici donc devant un schéma d'une salle de bain. Donc ici avec la baignoire, lavabo, chauffe-eau, voilà, miroir avec les luminaires ici, le radiateur. Donc ici on a un bel exemple donc, de liaison équipotentielle, donc un beau schéma de liaison équipotentielle sur une salle de bain. Donc on voit ici qu'on arrive avec une terre principale donc, dans une boîte de dérivation qui se trouve donc dans notre salle de bain ou derrière le mur de la salle de bain, peu importe, avec ici un bornier donc, de terre avec des connexions individuelles. Donc on a bien chaque élément métallique de votre salle de bain qui est relié à la terre, y compris donc vos tuyaux de chauffage, s'ils sont en cuivre ou en acier d'ailleurs, il faut donc les relier à la terre. Je vous ai pris aussi une petite photo d'un collier pour mettre à la terre vos tuyaux de cuivre ou d'alimentation. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. Donc ici vous allez avoir votre câble de terre branché sur cette borne et ce collier mis autour de votre tuyau. Bien évidemment, ça ne marche pas si votre tuyau est peint ou sale. Il faut bien évidemment décaper, poncer votre tuyau avant de pouvoir mettre le collier. Je vous ai aussi parlé donc de connexion individuelle. On va reprendre par exemple cette boîte de dérivation. Ici, on a nos différents câbles. Donc, on a le neutre, on a la terre, on a la phase ici. Et on voit bien que chaque câble est branché de façon individuelle les uns aux autres. Je vous montre un autre exemple, par exemple dans un tableau électrique. Donc on voit ici, chaque câble de terre est branché de façon individuelle. Chacun a son propre moyen de serrage. Voilà. On voit donc également ici, dans une autre boîte de dérivation, avec un bornier de terre, avec toutes les terres branchées de façon individuelle, avec leur propre moyen de serrage toujours. Alors, ce qui n'est pas autorisé avec la norme d'aujourd'hui, c'est ce type de connexion. Donc je parle bien sûr pour la terre. Ici et ici, on n'a pas de problème. Par contre, pour la terre, il est interdit donc d'avoir deux fils ou plus sur le même domino avec le même moyen de serrage ici. Il faut savoir que certains connecteurs rapides, il faut faire attention parce que tous n'ont pas un moyen de serrage individuel. Donc c'est plus un moyen de blocage sur les connecteurs rapides, donc ils n'ont pas tous un moyen de blocage individuel. Souvent, il n'y a qu'une seule languette à l'intérieur et quand vous insérez donc plusieurs fils de sections différentes, vous allez avoir un serrage plus ou moins, enfin un blocage plus ou moins correct sur vos fils. Donc il faudra bien évidemment faire attention au type de connecteur rapide utilisé. Donc maintenant on va voir quelques points techniques rapidement avant de passer donc au dispositif différentiel et à la mesure compensatoire. Donc concernant l'alimentation générale donc, de votre logement, donc si vous êtes alimenté en 10 carrés, il faut savoir que votre terre principale sera au minimum en 10 carrés. Si vous avez une section supérieure, votre terre devra donc être de minimum en 16 carrés. Comme précédemment, bien évidemment, les valeurs que je vous ai données sont valables que si la terre est protégée, que ce soit isolée ou que ce soit par une gaine. Alors voilà donc des photos donc, de dispositifs différentiels. Donc vous en avez un ici, voilà. Un dispositif différentiel, un autre ici, un troisième ici. Donc il y a plein de marques et de modèles différents. Donc ce qui est important de savoir pour reconnaître donc, si votre dispositif est différentiel ou pas, vous avez ici ces petites valeurs 30 mA,
30 mA, pas forcément cette valeur-ci, hein, parce qu'on a aussi des différentiels de 500 mA, des différentiels de 10 mA, peu importe, mais ici c'est donc la sensibilité qui est indiquée. Cette valeur vous donne déjà une première indication que ce dispositif est donc un dispositif différentiel. Vous avez aussi sur tous vos dispositifs différentiels un bouton test, voilà, qui en général est à faire une fois par mois dans votre logement pour chaque dispositif différentiel. Voilà, ce que peu de monde fait, et de toute façon peu de monde connaît aussi cette règle, mais il est bon d'appuyer sur ce bouton au moins une fois par mois pour tester votre dispositif différentiel. Alors comment marche donc maintenant un dispositif différentiel? Comment ce dispositif va vous protéger? Donc on va voir ça tout de suite. Alors donc voilà l'intérieur de notre dispositif différentiel. Donc on voit ici qu'il y a plusieurs bobines, une ici, une ici, une ici. Ici, c'est le dispositif de coupure, voilà. Donc, relier le tout à la bobine K1. On a donc la première bobine I1 et la deuxième bobine I2. On a donc ici notre liaison à la terre. Donc, vous avez votre phase, votre neutre ici. Donc, si, mettons, vous branchez donc une machine sur votre alimentation qui demande 10 ampères, donc votre phase va donc délivrer 230 volts avec 10 ampères. Donc, on aura donc ici, au bord de la bobine, bien 10 ampères. Voilà. Donc votre machine fonctionne normalement, c'est-à-dire que vous avez 10 ampères ici. À la sortie de votre machine, vous avez toujours vos 10 ampères parce que l'intensité sur un circuit série est toujours la même. Donc que ce soit sur l'arrivée ou le retour, on doit retrouver nos 10 ampères. Donc chaque bobine traversée par ce fameux courant de 10 ampères va créer un champ magnétique. Ces deux champs magnétiques ici, à l'opposé l'un de l'autre, vont s'annuler. Donc on aura donc I1 est égal à I2. Donc dans ces cas-là, votre dispositif différentiel ne sautera pas, ne coupera pas donc votre alimentation. Tout est bon, tout fonctionne bien. On va voir maintenant le cas où votre dispositif différentiel coupera votre alimentation. Alors voici donc le même schéma, un peu différent. Donc on retrouve toujours ici nos deux bobines, notre bobine K1. Alors maintenant, on va dire qu'on a notre phase qui délivre ici vos 10 ampères pour votre machine. Voilà. On repart avec ici notre câble endommagé qui touche donc la carcasse qui est bien reliée à votre terre. Jusque là tout va bien. Donc ce qui veut dire qu'on aura une partie du courant qui ira dans votre machine et une partie qui va fuiter vers la terre. On va donc se retrouver avec une intensité sur le retour inférieure à celle de l'arrivée, puisque vous avez une partie qui est partie dans votre machine et une partie qui est partie à la terre. Donc l'intensité ici sur la bobine du retour, donc la bobine I1 sera inférieure à la bobine I2. Donc les deux champs magnétiques étant différents, le champ magnétique à l'intérieur ne va plus s'annuler, mais il va résulter d'un autre champ magnétique. Il y aura donc encore un champ magnétique existant qui va donc alimenter la petite bobine ici qu'on voit K1. C'est celle-ci qui va donc déclencher la coupure de votre alimentation. Voilà pour le fonctionnement du dispositif différentiel. Je vous ai aussi parlé tout à l'heure que dans votre salle de bain, il fallait absolument relier la terre sur votre ossature placo. Je vais vous montrer ici en image ce que c'est qu'une ossature placo. Donc voilà, vous avez votre ossature placo, donc la laine de verre ici, et le placo n'a pas encore été posé. Donc il faut savoir que toute la structure métallique ici, voilà, doit être liée avec un fil de terre, donc comme je vous ai dit précédemment, avec un fil de section minimum de 2,5 carrés s'il est isolé ou gainé. Alors pour venir du coup à ce qu'on a vu précédemment, la sensibilité de 30 mA, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que quand on reprend notre schéma ici à côté, on a donc nos 10 ampères qui passent ici. Voilà. On a une partie qui va partir ici vers la terre. Si votre différentiel est calibré à 30 mA, ce qui veut dire que dès l'instant où il y aura 30 mA sur ces 10 ampères qui vont fuiter, votre dispositif différentiel déclenchera. C'est-à-dire que votre bobine ici déclenchera la coupure de l'alimentation. Donc dans la pratique, évidemment, on n'arrive pas sur ces 30 mA. Souvent, un dispositif différentiel de bonne qualité va plutôt couper entre 20 et 25 mA. Alors reprenons le cas de notre machine à laver avec son câble défectueux. Maintenant vous avez relié la carcasse métallique à la terre.
Donc vous avez également installé un dispositif différentiel. Donc on va donc imaginer que le tableau, c'est donc celui-ci avec ce dispositif différentiel. Voilà. Comment va se dérouler le scénario? Donc votre machine est en route, partons du principe qu'elle est mal calée au sol et qu'elle bouge pendant l'essorage. Votre câble d'alimentation traîne au sol et votre fil, au fil du temps, finit par se retrouver coincé sous la machine, la gaine s'use et on arrive au fil nu. Voilà. Donc, ici. Il y a ensuite contact entre la carcasse et le fil d'alimentation. Une partie du courant utilisé va donc fuiter vers la terre. Avant même que vous ayez touché la machine, votre dispositif différentiel verra donc une différence d'intensité entre l'arrivée et le retour. Il déclenchera et coupera tous les disjoncteurs qu'il protège. Donc le circuit est donc protégé, vous êtes protégé et alerté également d'un défaut d'isolation. Donc la terre, combinée à votre dispositif différentiel, donc permettra de sécuriser votre installation électrique. Avant même que vous puissiez venir toucher donc la carcasse métallique, le différentiel aura déjà déclenché et coupé l'alimentation de votre machine à laver. Alors maintenant aussi on va voir un cas particulier parce que si vous vous trouvez donc dans un logement qui est assez ancien, il est aussi probable que vous n'ayez pas la terre chez vous. Donc une fois le défaut constaté, il faudra évidemment faire appel à un électricien pour installer cette terre chez vous. Mais en attendant les travaux, il faut effectuer ce qu'on appelle donc une mesure compensatoire. Donc c'est le dernier point de notre vidéo. Donc on va voir ce qu'est une mesure compensatoire. Donc cette mesure consiste en fait, en premier lieu, déjà à vérifier le logement, si le logement dispose donc de dispositifs différentiels comme on a vu précédemment. Si ce n'est pas le cas, il faut en installer un dès le défaut constaté. C'est la mesure compensatoire. Que va-t-il se passer si on reprend donc le cas de notre machine à laver défectueuse? Voici devant donc la machine à laver. On va prendre donc le cas d'un logement donc sans la terre. Donc on va supprimer ici la terre, mais on a bien notre dispositif de protection différentiel effectué donc par la mesure compensatoire. Donc qu'est-ce qui va se passer si on touche donc la carcasse de notre machine qui est en défaut avec notre câble défectueux? Donc on va reprendre au moment où le fil est déjà endommagé et qu'il touche la carcasse. Donc la machine tourne et la phase est en contact avec la carcasse. Donc vous avez fait votre mesure compensatoire en bon élève. À cet instant, rien ne se passe. Donc pourquoi rien ne se passe? Parce que vous n'avez pas donc la terre sur votre machine, donc le courant ne peut pas fuiter quelque part, ne peut pas fuiter donc par la terre. Il n'y a donc pas de perte pour le moment de courant, d'intensité par la terre. Par contre, dès le moment où vous allez toucher donc la carcasse métallique de votre machine défectueuse, celui qui jouera le rôle de fil de terre, c'est vous. Donc vous allez toucher, vous allez donc prendre une châtaigne. Voilà. Le courant va donc passer par votre main et redescendre par vos pieds jusqu'à la terre. Donc à ce moment-là, vous aurez donc une perte d'intensité sur le retour, donc sur le neutre, comme on a vu précédemment sur l'intérieur de notre dispositif différentiel. Lorsqu'il y a un écart d'intensité relevé entre les deux bobines, donc il y a un champ magnétique ici qui est créé, qui va alimenter donc cette petite bobine K1, qui va donc déclencher et couper l'alimentation donc de votre machine à laver. Donc la mesure compensatoire permettra simplement de sauver les meubles, c'est-à-dire de couper dès qu'il verra 30 mA de perte sur la ligne. Donc oui, vous allez vous prendre une châtaigne, mais cela vous sauvera probablement la vie si vous n'êtes pas fragile. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc la mesure compensatoire. Donc pour conclure cette vidéo, on a bien vu donc pour avoir une sécurité parfaite de votre installation, il fallait au moins deux éléments, donc à savoir donc la terre et un dispositif différentiel. Donc ces deux éléments sont obligatoires et sont très importants pour sécuriser toute votre habitation. Dans la prochaine vidéo, donc on verra donc les différents dispositifs différentiels, les disjoncteurs, les différences aussi entre un disjoncteur différentiel et un interrupteur différentiel. On verra aussi les différents indices de protection qu'on a vu dans la vidéo précédente concernant notre salle de bain, ce qui est admis ou pas dans certains volumes. Donc les indices de protection concernant donc les corps solides, les corps liquides, sur les appareillages électriques. Voilà, donc j'ai essayé d'être le plus clair possible sur cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez en savoir plus sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est avec plaisir que je vous ferai donc une nouvelle vidéo sur ça. À très bientôt, à la prochaine vidéo. Bye bye.